Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui je vais vous parler et échanger l'histoire d'une pratique vieille comme l'humanité, ayant accompagné le développement de toutes les sociétés sédentaires autour du globe, une pratique malheureusement toujours vivante aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, c'est l'esclavage. Nous allons donc essayer de voir ensemble un monde alternatif, un scénario dans lequel aucun humain sur Terre n'a jamais l'idée d'assujettir un autre être humain et d'en faire sa possession. À mon avis, un des scénarios les plus improbables que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Mais bon, on est là pour ça aussi. Avant le scénario, comme d'habitude, un petit résumé de la vraie et très vaste histoire de l'esclavage. Comment devient-on un esclave ? Tout autour du globe et durant toute l'histoire de l'humanité, les possibilités ont été nombreuses et variées. Capture, razzia, servitude pour payer une dette, abandon d'enfants, hérédité du statut d'esclave, etc. Les prétextes étaient aussi divers que les fonctions des dits esclaves. Travail dans les mines ou les champs, esclavage domestique et sexuel, combat, et même esclaves publics, comme le corps de pompiers romains dont les hommes au départ appartenaient à la ville elle-même. Les esclaves ont représenté une part substantielle de certaines sociétés, dont la population en était parfois composée d'un grand pourcentage. Ceux-ci ont participé à forger de nombreuses cultures centrées autour de l'esclavage, cultures qui n'auraient jamais existé sans cette pratique. Les multiples formes et statuts des esclaves ne doivent pas faire oublier une chose, c'est que ceux-ci ont toujours été exclus d'un aspect fondamental de la société où ils vivaient. Exclus de la citoyenneté, pour les Grecs et les Romains, de la vie religieuse pour les chrétiens et les musulmans, ou de leur filiation et de leur lignage dans les sociétés d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Une distinction importante doit aussi être faite entre les sociétés à esclaves et les sociétés esclavagistes. Dans l'une, l'esclavage est autorisé mais ne constitue pas la colonne vertébrale de la vie économique, alors que dans l'autre, la servitude est le moteur de la société, et en est présent dans tous ses aspects. Ainsi, l'Europe ou la Chine du Moyen-Âge sont considérées comme des sociétés à esclaves, alors que le sud des États-Unis, les Antilles coloniales, l'Empire du Ghana ou encore le califat abbasside de Bagdad ont été des sociétés purement esclavagistes. Les différences de statut entre esclaves étaient grandes. Certains eunuques, par exemple, au sein de l'Empire ottoman, accumulaient parfois un pouvoir d'influence important à la cour. Dans le monde musulman, des gardes composés d'esclaves, les Mamelouks, ont même pris le pouvoir à plusieurs reprises, chassant leurs anciens maîtres et installant leur propre dynastie au pouvoir. D'autres, décidés à ne pas vivre dans la servitude, sont entrés dans l'histoire comme le gladiateur Spartacus, ou encore le héros de l'indépendance haïtienne Toussaint Bréda, dit Toussaint l'Ouverture. Mais ces cas-là, qui relèvent de l'exception, ne doivent pas faire oublier les millions d'autres esclaves morts dans l'anonymat et la misère, chose ayant commencé de manière systématique pas plus tard qu'en 3700 avant Jésus-Christ, lors de la fondation de la civilisation sumérienne. Il y a bien longtemps, en Mésopotamie, les premières grandes civilisations du croissant fertile ont la riche idée de ne plus tuer leurs prisonniers de guerre, mais de les forcer à travailler pour eux, et d'en faire ainsi une main-d'œuvre corvéable à merci, remplaçable à souhait. Restant parfois esclaves de père en fils, ou bien finissant par s'intégrer à leur société d'accueil, ces personnes permettent l'enrichissement de leurs propriétaires. L'esclavage est très vite codifié. Le code de Hammurabi, gravé sur une stèle en 1750 avant Jésus-Christ, en est un premier exemple. Tout au long de l'Antiquité, l'esclavage va perdurer. En Grèce antique, Aristote parle de cheptel humain, traduisant la condition non humaine des esclaves. Carthaginois, Gaulois, Indiens, Chinois, Siamois ou Mésopotamiens, tous ces peuples pratiquent l'esclavage. Mais à ce moment-là, aucun ne l'a autant élevé au rang d'industrie que l'Empire romain. Grâce à ses conquêtes, Rome peut bénéficier d'une main-d'œuvre d'esclaves sans cesse renouvelée. Après la guerre des Gaules, par exemple, c'est entre 500 000 et 1 million de Gaulois qui sont réduits en esclavage et déportés dans toute l'Italie. Partout, le travail acharné de ces hommes et femmes réduits à l'état d'objets nous a donné de grands monuments. Le Colisée, la Grande Muraille de Chine, et a priori aussi la pyramide de Khéops dans l'attente d'une meilleure explication pour sa construction que l'arrivée des aliens. Sur les 5 continents, la pratique perdure après l'Antiquité. En Europe, après l'arrivée du christianisme qui réprouve l'esclavage entre chrétiens, le servage constitue une forme très atténuée d'esclavage. Les républiques marchandes de Gênes et de Venise fondent une partie de leur richesse sur le commerce d'esclaves slaves, non chrétiens, avec le monde oriental et l'Espagne musulmane. Et oui, durant une longue période, le monde arabe constitue le principal débouché pour les esclaves. La traite commence dès le 7e siècle, suite à l'expansion de l'islam en Afrique. Des marchands traversent le Sahara ou la mer Rouge pour acheter leur cargaison humaine à des royaumes africains esclavagistes, comme le Kanem Bornou, qui vivait principalement de la traite orientale. Les villes de Tombouctou, de Djenné et de Gao sont des hauts lieux du trafic d'esclaves. L'Europe n'est pas épargnée. Grecs, Anatoliens, Slaves, de nombreux peuples iront alimenter les marchés du monde arabo-musulman, avec encore une fois de grandes différences de statut entre les pays et les époques.
En Amérique, bien avant l'arrivée des Espagnols, l'esclavage est également pratiqué à grande échelle. L'Empire aztèque, par exemple, disposait d'un statut d'esclave, différent du reste du monde, et de ce que j'ai compris également bien plus laxiste. Un esclave aztèque pouvait par exemple lui-même posséder des esclaves, une sorte d'esclaveception qui était également présent dans d'autres parties du monde. Un esclave là-bas ne pouvait pas non plus se faire vendre sans son consentement, à moins qu'il n'ait fauté 4 fois. Tranquille, hein, mais bon, d'un autre côté, si l'esclave était considéré comme un peu trop turbulent, il était sacrifié en haut d'une pyramide par un prêtre qui lui ouvrait le torse et lui arrachait son cœur encore battant. Cela restait donc bien sûr un statut social assez peu enviable. En Asie, la route de la soie alimente le trafic d'esclaves, et la pratique perdure également, menant à de grandes révoltes au XVIIe siècle. En Asie centrale, les Mongols pillent et réduisent en esclavage des villes entières. Au XIIIe siècle, au Moyen-Orient, les Mongols lancent leur invasion. Des dizaines de milliers d'Arabes sont réduits en esclavage après le sac de Bagdad. Tandis qu'en Asie du Sud-Est, d'immenses marchés voient des esclaves du monde entier y être vendus. En Afrique, plusieurs grands empires précoloniaux pratiquent également ce commerce. L'Empire du Mali en est un exemple, et exploite ses nombreuses et prolifiques mines d'or grâce aux esclaves issus de ses conquêtes en Afrique de l'Ouest. De nombreux petits royaumes d'Afrique centrale prospèrent également sur le trafic d'êtres humains, mais l'arrivée des Européens va faire prendre au commerce d'esclaves une toute autre ampleur. En Europe, l'esclavage recule avec l'arrivée de la Renaissance, mais les grandes découvertes vont faire exploser cette pratique ailleurs, en Amérique, où les besoins en main-d'œuvre sont immenses. Après avoir tout d'abord réduit en esclavage les Amérindiens, qui meurent par millions, les Espagnols, Portugais, puis Européens vont mettre en place le tristement célèbre commerce triangulaire. Les Africains, auparavant amenés vers le monde arabe, sont désormais achetés sur les côtes, avant d'être envoyés par millions aux Amériques. En France, les ports de Nantes et de La Rochelle étaient par exemple des hauts lieux du trafic d'esclaves. L'Afrique est en partie dépeuplée par le commerce triangulaire, tandis que les empires esclavagistes du continent, soutenus par les Européens, imposent leur domination à leurs voisins et les réduisent en esclavage. Le Code noir encadre juridiquement la pratique dans les colonies françaises. Mais les siècles passant, la pratique perd à la fois en popularité, mais surtout en rentabilité. Les mouvements abolitionnistes se renforcent en Europe et aux États-Unis, et la mécanisation de la production rend obsolètes les millions de petites mains asservies. Un par un, les pays européens abolissent la pratique, même si des exceptions sont souvent faites, comme à Saint-Domingue ou dans les îles des Caraïbes, où malgré son abolition dans les lois, l'esclavage perdure quelques décennies supplémentaires. La guerre de sécession fera enfin comprendre aux États-Unis, en 1865, que l'esclavage n'est pas une bonne chose, même si on trouve encore en 1868 des ventes d'esclaves asiatiques en Californie, trafiqués par des marchands chinois depuis la Chine. En Amérique, le Brésil sera en 1888 le dernier pays de ce continent à abolir l'esclavage. Dans le reste du monde, l'évolution est un peu plus lente. En Afrique par exemple, plusieurs royaumes et empires restent toujours très largement esclavagistes. Au XIXe siècle, 50% de la population de l'empire du Sokoto, au Nigeria actuel, sont des esclaves. À partir de la côte nord-africaine, des corsaires lancent des razzias en Europe, d'où ils réduisent en esclavage des villages entiers, allant même jusqu'en Islande. Dans le sud de la France par exemple, certains villages construits en hauteur près des côtes l'étaient uniquement pour cette raison. Mais le résultat de l'interdiction est là, le commerce d'esclaves chute. Et les mentalités évoluent enfin. La définition d'un esclave change également avec le temps. Au XXe siècle néanmoins, des pays vont remettre l'esclavage au goût du jour. Allemagne nazie, Japon impérialiste et Union soviétique, Chine communiste, sont autant de régimes où le travail gratuit, les punitions corporelles et les privations ont concerné des dizaines de millions de personnes. Le dernier pays à avoir aboli officiellement l'esclavage est la Mauritanie, en 1980, même si cette pratique reste encore largement présente dans ce pays. Plus récemment, on a vu ressurgir en Libye des cas d'esclavage, dans les camps de migrants attendant de traverser la Méditerranée. Dans certains pays comme l'Inde, la Chine, le Pakistan ou le Soudan, mais aussi dans les pays occidentaux, de nombreuses personnes restent également forcées d'entrer en servitude. En fait, même si l'aspect industriel de cette pratique a diminué, l'esclavage moderne concerne aujourd'hui dans le monde, selon la fondation Walk Free, plus de 45 millions d'individus, entre travail forcé, proxénétisme et enfants soldats. Donc comme on a pu le voir dans ce très long résumé, l'esclavage existe depuis la fondation de nos sociétés agricoles et sédentaires, et ce jusqu'à aujourd'hui. La traite européenne, la traite arabe, ainsi que la traite intra-africaine, nous sont à nous autres francophones les plus connus, mais sont très loin d'être les seuls. Tout au long de l'histoire, l'esclavage a accompagné le développement du monde entier, permettant l'édification de villes entières, de grandes civilisations, et faisant donc partie intégrante, et malheureuse, de notre histoire. Un tel élément capital, s'il n'existait pas, aurait donc complètement changé le monde tel que nous le connaissons, et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le scénario. Alors déjà, il faut définir ce qu'on entend par esclavage.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, certains statuts sociaux pouvaient s'apparenter à de l'esclavage atténué, comme le statut de serf. Mais ici, dans cette vidéo, on va juste retenir la définition originelle, c'est-à-dire un système juridique et social qui applique un droit de propriété pour les individus sur les autres. Mais comment les premières civilisations et les anciennes sociétés auraient bien pu se débrouiller sans esclaves, sans l'exploitation gratuite de personnes leur permettant de produire de la nourriture à bas coût? Ce scénario requiert un changement de mentalité massif, qui m'a fait dire en début de vidéo à quel point ce scénario était improbable. Mais bon, on va le faire quand même, ce qui nécessite de répondre auparavant à quelques questions. S'il n'y a plus d'esclaves, alors quel statut auraient pu avoir les hommes travaillant pour les autres? Quels investissements auraient pu remplacer l'investissement dans un être humain? Que se serait-il passé pour le concubinage et la prostitution, traditionnellement assurés par des esclaves féminins, voire même masculins? Ou encore, que serait-il advenu des prisonniers de guerre? Vous commencez à le comprendre, sans esclavage, c'est toute la structure, le développement et l'histoire des sociétés anciennes, et donc également de nos sociétés contemporaines qui changent du tout au tout. Et puis ce scénario diffère d'une abolition de l'esclavage, car ici le concept même d'esclavage n'existe pas, et aucun humain ne peut en posséder un autre. Alors bien sûr, les hiérarchies sociales auraient toujours existé, et c'est sur cette base que dans ce scénario, les premières civilisations se développent, sur une base nombreuse de travailleurs cultivant leur champ ou celui d'un grand propriétaire. Sumériens et Babyloniens existent toujours, mais ici, la classe sociale la plus basse n'est pas un esclave, mais un paysan, un serf, un manant de base qui dispose, de par son statut de pauvre, de moins de droits que l'aristocratie. Dans cette société, le petit peuple n'est pas libre, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais soumis à exploiter un souverain tout-puissant. La seule chose qui le rend différent d'un esclave étant le fait qu'il ne peut pas être possédé, et qu'il peut avoir accès à la propriété ou se marier. Et encore en dessous du paysan de base, se seraient sûrement trouvées au fond du fond de cette société sans esclaves, les femmes. Et ouais, la condition féminine de cette époque était un tout petit peu mieux que le statut d'esclave, mais pas de beaucoup. Dans ces sociétés anciennes, sans esclaves donc, les femmes pauvres particulièrement, sont les personnes tout en bas de la hiérarchie sociale. L'influence d'une absence de l'esclavage sur les anciennes civilisations reste limitée. Les Sumériens, Akkadiens et autres Babyloniens étaient plus des sociétés à esclaves, et non pas des sociétés esclavagistes. Les esclaves de ces empires étaient généralement présents dans les palais, et non pas dans les champs. La plus grande différence ici reste dans la mentalité et la manière de faire la guerre. Mais ne pas considérer un humain comme un objet, cela ne veut pas forcément dire que la valeur de la vie humaine aurait été plus considérée. Dans ce scénario, les aristocrates et autres despotes de ces anciennes civilisations voient toujours les basses classes sociales comme leurs inférieurs. Il aurait tout juste été un peu plus dur d'exécuter un non-esclave, mais à peine. Le trafic d'êtres humains n'aurait non plus enrichi personne, ce qui aurait quelque peu freiné le développement économique de ces sociétés. Et dans l'impossibilité de se vendre soi-même pour payer ses dettes, de nombreuses personnes auraient été forcées de verser dans la pauvreté et la criminalité, déstabilisant les grandes villes. Quant aux prisonniers de guerre, il aurait été impossible dans ce scénario de s'en servir comme esclaves. Ils auraient donc été plus souvent soit tués sans autre forme de procès, soit intégrés en tant que membres de la civilisation gagnante d'un conflit. Concernant l'Égypte antique, contrairement à une idée reçue, l'esclavage n'était pas un pilier de cette société, et la majorité des travailleurs étaient des sujets libres, entre guillemets, du pharaon. Il n'y a donc pas ici de grandes modifications de l'histoire. En fait, le réel changement dans ce scénario arrive durant le début de l'Antiquité, et plus particulièrement en Grèce. En effet, l'esclavage fut une composante essentielle du développement de la Grèce antique, et les citoyens des cités-États le prenaient même pour un ordre naturel, une chose tout à fait normale. Durant l'Antiquité grecque, les concepts de liberté des citoyens et d'esclavage ont avancé main dans la main. La production, l'agriculture, l'organisation des foyers, les efforts de guerre étaient tous en partie basés sur l'esclavage. Il n'y a eu, durant l'Antiquité grecque, aucune activité, sauf politique, qui ne fut pas un jour pratiquée par des esclaves. Athènes, le berceau de la démocratie, était aussi l'endroit où s'en trouvait le plus. La ville de Chios fut un des premiers exemples de démocratisation, mais également une plaque tournante du trafic humain. En fait, plus les cités-États grecques atteignaient un niveau de liberté individuelle élevé parmi ses citoyens, plus le nombre d'esclaves de cette cité était important. Il semblerait que dans le monde antique, la notion d'homme libre se soit construite en opposition avec les hommes non libres, car sinon, comment savoir vraiment à quoi correspond la liberté? C'est une façon de voir les choses que nous réprouvons aujourd'hui, mais qui à l'époque allait dans l'ordre naturel des choses. Ainsi, dans ce scénario, sans l'esclavage, la civilisation grecque ne nous donne jamais la démocratie, et ne développe pas le concept de république. Dans ce monde-là, la hiérarchie sociale reste celle des anciennes civilisations, une aristocratie toute puissante écrasant le petit peuple, et disposant de bien plus de droits que lui, à défaut de le posséder en personne. L'art et la philosophie restent embryonnaires, car les Grecs pauvres, sans esclaves, n'ont que le temps de travailler dans les champs. Alors bien sûr, des exceptions auraient pu émerger, sous la forme d'une cité-État fonctionnant de manière autonome et plus égalitaire, mais sans l'immense influence de la culture grecque,
Les concepts de liberté, d'individualisme et de démocratie restent ici inconnus. C'est donc tout un monde qui n'existe pas dans ce scénario. La civilisation grecque, remplacée ici par des cités-états, des empires et des royaumes non démocratiques, se déchirant dans des guerres incessantes où aucun prisonnier n'est jamais fait. Dans le reste du monde, le fait qu'il n'y ait pas d'esclaves limite aussi grandement le métissage, le commerce et l'entrecroisement des cultures. Ce monde est un monde où les différentes civilisations échangent moins, et se massacrent dans des guerres totales où aucun prisonnier n'est fait, car personne ne veut les nourrir à ne rien faire. C'est un monde totalement, complètement différent, où les grandes puissances de l'Antiquité changent du tout au tout. Certains peuples, vivant dans des sociétés à esclaves, et non pas des sociétés esclavagistes, comme par exemple les Gaulois, les Carthaginois ou le royaume de Couche en Nubie, n'auraient pas été très affectés par ce changement. Mais le fait est que les civilisations ayant le plus influencé l'Antiquité en Europe, la civilisation grecque, romaine, voire la civilisation perse étaient des sociétés esclavagistes, qui ne peuvent donc pas voir le jour dans ce scénario. Une histoire donc totalement nouvelle, avec des pays totalement nouveaux, dans un monde où les idées démocratiques ne sont pas apparues. On pourrait penser que les civilisations intégrant leurs prisonniers de guerre directement dans leur société auraient été celles qui auraient tiré leur épingle du jeu. Les grandes religions monothéistes ne seraient d'ailleurs sûrement pas non plus apparues. Paradoxalement, ce monde alternatif pourrait très bien évoluer économiquement bien plus vite que politiquement. Sans esclaves, les Grecs, puis les civilisations ultérieures du monde antique, auraient dû trouver rapidement des moyens de produire des biens et de la nourriture à bas coût. Dans la réalité, la présence d'esclaves a souvent freiné le développement technologique, car pourquoi chercher des solutions de production plus efficaces quand on dispose de millions de petites mains ? Ainsi, dans ce monde, le développement technologique, les innovations, et peut-être même l'industrialisation sont plus précoces, alors que les systèmes politiques évoluent dans un sens bien différent. Dans ce scénario, même pas le temps d'arriver à la période où se sont déroulées les traites, que l'histoire est déjà beaucoup trop différente pour se risquer à une quelconque supposition. Bien entendu, ce monde alternatif n'est pas condamné à ne voir apparaître que des régimes tyranniques. Des modèles de société plus justes, plus égalitaires, auraient très bien pu finir par se développer quelque part dans le monde, l'histoire ne manque pas d'exemples. Alors du coup, comment conclure ? On a pu voir que l'esclavage est une institution ayant existé partout, à toutes les époques. Une pratique qui n'est devenue intolérable que très récemment dans l'histoire de l'humanité, alors qu'à servir un autre être humain allait de soi durant des millénaires et des millénaires. On a pu voir que c'était, qu'on le veuille ou non, une pratique à l'origine de nombreuses civilisations et de nombreux concepts. Que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique, la plupart des pays du monde sont issus du travail d'une lignée de personnes asservies, forcées de travailler, une lignée remontant parfois à l'arrivée de colons, ou bien jusqu'aux premières grandes civilisations. Sans cette pratique, aucun de vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui n'existerait. L'esclavage fait partie de notre histoire et de notre héritage commun. Bien sûr, très loin de moi l'idée de nier l'horreur et l'indignité de cette pratique, ni la réalité des stigmates que celle-ci laisse encore dans certaines parties du monde, contre lesquels il nous faut lutter. Loin de moi également l'idée d'inutilement vous faire culpabiliser pour des actes que des personnes ayant vécu il y a des siècles et des millénaires, dans une époque, un contexte, une mentalité très différente ont pu commettre. Nous avons enfin fini, après un temps extrêmement long, par découvrir qu'aucun être humain ne devrait en posséder un autre. Au final, il s'est passé tant de choses horribles dans l'histoire que c'est justement pour ça qu'il nous faut l'étudier. Notre morale évolue en permanence, en mal comme en bien, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs du passé si on en connaît leurs conséquences. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez un avis divergent sur ma conclusion, si vous souhaitez en débattre entre vous, la section commentaires vous est ouverte. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un j'aime, à me mettre des suggestions d'autres scénarios dans les commentaires, et à me soutenir sur Tipeee et Utip. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.